Un nouveau petit 4 pour notre première rubrique, la rubrique de démarrage en douceur, une actualité animée. Donc c'est la rubrique où on passe un petit peu en review toutes les petites nouveautés de la semaine, des nouveautés qui nous ont fait plaisir ou pas plaisir. Vous allez voir que cette semaine, moi c'est le sel et toi c'est le sucre, comme je disais juste avant. Et pourtant, je n'aime pas le sucre. Et bah commençons. J'avais dit que j'en parlerais, cela fait... cela fait des mois que nous laissons en suspens la question du nouveau Michel Oslo. C'est bon, il est officiellement sorti. J'ai esquivé les avant-premières tel le Neo dans Matrix, mais là il a fallu... il est sorti le 2 janvier dernier, il fallait s'y coller, j'y suis allé, et bon, on va dire que tel Neo, tel Trinity dans Matrix, j'ai pris une balle pour toi, parce que je vais pas trop te recommander d'y aller ici. Le contexte, Michel Oslo, réalisateur reconnu du cinéma d'animation français, qui a fait notamment Kirikou, Prince et Princesse et Azur et Asmar, et qui, depuis quelques années, certains pourraient, tel moi, peuvent interpréter que son cinéma est légèrement dépassé, et généralement ses takes sur la vie sont un petit peu dépassés, et notamment un petit peu dépassés, Rien qu'un peu. notamment beaucoup de questionnements sur à quel point Michel Oslo savait ce qu'était un enfant en 2020, par exemple, parce qu'il fait des films principalement uniquement pour enfants, et que maintenant on a l'impression que c'est totalement dépassé, je sais pas comment le dire autrement. Et donc Le Pharaon, la Sauvage et la Princesse, on va arriver rapidement sur le sujet, c'est un film qui est sorti très récemment au cinéma, qui est un long métrage, mais qui est un peu une petite tricherie comme on en voit souvent dans le cinéma d'animation, qui est un omnibus, c'est ça qu'on dit quand on veut être un petit peu snob. C'est un film qui condense 3 moyens-métrages qui sont l'histoire du pharaon qui réunit les 2 Égyptes, un moyen-métrage qu'il a fabriqué en collaboration avec le Louvre pour une exposition dédiée à la réunification des 2 Égyptes, l'histoire du beau sauvage qui est un scénario, je crois que c'est... Non, le bon sauvage c'est un reprise d'un conte folklorique, et l'histoire de la princesse des roses et du prince des beignets, c'est une histoire originale qu'il a écrite lui-même. Du coup, c'est 3 moyens-métrages mis bout à bout, contés par une conteuse. Et voilà, j'y allais avec très très peu d'attente, et du coup, je n'ai pas trouvé ça nullissime, mais c'était vraiment très 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 quelconque, quoi. Vraiment, c'est du Michel Oslo tout fatigué. Alors, Michel Oslo, on en parle mal maintenant. Kirikou, c'est le premier film d'animation que j'ai jamais vu, et j'étais très 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 fan de Prince et Princesse et de Kirikou quand j'étais petit. On ne va pas retirer ce succès à cet homme-là. Mais c'est vrai que bon, là, c'est du cinéma très très fatigué. C'est 3... Alors, on parle souvent d'appropriation culturelle et de manque de lecture de son époque à Michel Oslo. Celui-ci, c'est exactement ça. Il y a 3 histoires, c'est 3 histoires de personnes nobles, c'est que des princes ou des princesses déchus qui reviennent au pouvoir et qui sont éclairés, lettrés, qui peuvent bien guider le peuple, qui voilà, sont nobles dames. Et notamment la première histoire sur le pharaon des 2 Égyptes est absolument exceptionnelle, puisque après avoir... c'est le pharaon du coup c'est un prince de la Basse-Égypte qui veut conquérir une princesse... demander la main d'une princesse locale et qui reconquiert l'Égypte, et du coup il va avec ses navires remplis d'esclaves et de soldats et de serviteurs le long du Nil, il leur fait reconstruire des trucs, il dit vraiment allez-y, cultivez les champs, allez-y, reconstruisez les temples, allez-y, allez vous battre pour moi. Et à toute fin, quand il est couronné prince d'Égypte, son vizir se penche vers lui et lui dit mon prince, vous n'avez pas à remercier les dieux, tout ça vous l'avez fait tout seul. Et tu fais, le mec a donné des ordres tout le long. Et c'était vraiment, je me suis fait tout seul, sauf que j'étais prince. c'est littéralement un prince africain, quoi. Enfin bon. Du coup, c'est un petit peu ça tout le temps. Il y a ce paradoxe bizarre de vouloir parler aux gens réels, sauf que bon, voilà, on parle de la pure, très 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 haute noblesse qu'on justifie encore et toujours. Après, c'est des histoires. Les gens parlent comme dans une comédie des années 60, en articulant tout extrêmement bien et en étant extrêmement pompeux. Comme dans tous les films de Michel Oslo. Ouais, mais là, on commence à vraiment connaître et à être servi. Et voilà, en gros, c'est très très quelconque. Je pense que même si vous le voyez passer à la télé, voilà quoi. Genre. Ne le regardez pas. Ne le regardez pas. Ce n'est pas un film criminel, mais c'est un film vraiment
très très quelconque, et j'ai cru entendre dire que Michel Oslo avait eu du mal à le financer, et bon, bah, vu le pitch, et vu le peu de manière dont il fait avancer le cinéma actuel, ça ne me surprend pas du tout. Du coup, voilà, Oui, le je crois pharaon, qu'il a le de sauvage plus et en la plus de mal à princesse. se financer. Hein. Donc voilà, et j'aurais... Allez, je vais le faire. J'ai récupéré un petit morceau d'une interview de Michel Oslo, et du coup, je vais prendre, je vais prendre ma voix Oh d'homme. non, tu vas lire l'interview à Je, mort. je vais lire l'interview de Sardou, et peut-être qu'avec ces quelques mots que j'emprunte à une interview officielle de Michel Oslo, vous comprendrez le genre de personnage qui est derrière ce film. Et C'est voilà. quelques mots inspirés finalement. C'est des mots inspirés. Donc, c'était sur la question de la direction des acteurs, elle fait qu'ils fassent très prononcé à ces personnages. Michel Oslo dit: Oh, mais c'est une évidence. On doit comprendre chaque syllabe. Je suis étonné que l'on me reproche parfois la diction de mes personnages comme s'ils parlaient une langue étrangère. J'ai une belle anecdote. Belle, dans la bouche de Michel Oslo. Pour Dilili à Paris, j'avais choisi un jeune banlieusard, doubleur de série pour jouer le rôle du grand garçon qui aide l'héroïne. Il était tous les jours avec l'équipe de comédiens qui a travaillé pendant une semaine à l'enregistrement. Et un soir, avec les parents de Enzo Erazzito, le jeune comédien, lui ont demandé à table: Mais pourquoi parles-tu si bien ? Le bon comme le mauvais est contagieux. Enzo passait toutes ses journées en compagnie d'excellents comédiens, plusieurs de la comédie française. Et à la fin de la semaine, il pouvait interpréter du Molière. Une catastrophe pour moi. Je sais qu'en leur offrant une très bonne direction, des enfants auront aussi tendance à bien parler. Voilà Michel, merci d'éduquer les jeunes et les banlieusards. Vraiment, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour passer des meilleurs moments dans l'animation française. Cimer. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur Michel Oslo, c'est-à-dire c'est un vieux mec qui n'a plus aucune touche avec la réalité, mais qui se permet d'avoir un jugement sur tout. Ensuite, ah oui, j'avais oublié. C'est plutôt bien résumé. Voilà, je veux quand même vous passer la bonne. C'est d'ailleurs rassurant qu'il ait du mal à se faire produire en vrai, parce que, sur Dilili à Paris aussi, moi j'avais vu le work in progress avant que le film sorte, et en gros il expliquait qu'il avait eu énormément de mal à se faire produire sur ce film, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui lui avaient reproché son scénario, et vraiment il avait dit si on me... en gros on me disait que mon scénario il était pas bien, qu'il était trop sombre ou plein de trucs, et il s'est dit si on me refuse autant mon scénario, ça veut sûrement dire que j'ai un très bon scénario. Ah ouais, bah, de toute façon, je pense qu'il ne se remettra plus jamais en question à partir de maintenant. Bah là, vraiment, c'est incroyable, quoi. Et sur Dilili à Paris, je me rappelle que j'étais quand même allée le voir au cinéma. Et vraiment, il y avait ce truc où c'était lui qui avait fait le découpage, et le découpage, en plus, était très mauvais, quoi. Donc il y avait un truc où même techniquement, ça suivait plus, tu vois. Et puis, bon, graphisme un peu flagada aussi, hein, un peu flagada. C'est très... Bah j'avoue que ça manque de punch, il se renouvelle pas vraiment, il y a pas trop de... il apporte plus de nouvelles idées, quoi. Il y a vraiment un truc où, bon... Puis de toute façon, moi, depuis que j'ai eu l'insigne honneur de voir Dilili à Paris... Voilà, quoi. Dilili à Paris, ça m'a vacciné, hein, contre le Michel Oslo. Voilà. Parlons de choses plus joyeuses. Toi, tu es le cinéma, mais contrairement à moi, tu as vu des bonnes choses, comme par exemple les Banshees d'Inisherin. Est-ce que tu pourrais donner un mot? Alors, c'est un film que je suis allée voir l'autre jour au cinéma, sur le conseil de plusieurs de mes amis, qui m'avait dit que c'était plutôt sympa. Alors, du coup, c'est un film qui se passe sur une petite île en Irlande, et c'est un film dont la production est irlando-américano-britannique, globalement. Et c'est un film de Martin McDonagh. Alors, du coup, juste pour le rappel, bon, c'est écrit là en l'occurrence sur l'affiche, mais c'est donc un réalisateur qui a réalisé notamment Bon baiser de Bruges et Three Billboards, donc qui avait fait pas mal de bruit quand c'était sorti en 2017. Et en fait, depuis, donc, ce qu'il faut savoir, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il est aussi dramaturge, donc il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, quand il a commencé à réaliser des films, c'était en 2006 avec un court-métrage. Et il y avait Brendan Gleeson dedans. Et dans Bon baiser de Bruges, il y avait Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui sont les deux acteurs principaux de ce film-là aussi.
Donc il y a un peu un retour à ses débuts cinématographiques, on peut dire avec ce film-là, puisque donc il reprend ce duo avec lequel il a déjà travaillé et qui fonctionne, je trouve, vraiment très bien dans le film. Pour parler un peu plus du film, du coup, c'est un film qui est sorti le 28 décembre 2022 en France. Le pitch, en gros, c'est assez simple. C'est deux amis qui vivent pas loin l'un de l'autre sur du coup une petite île d'Irlande qui s'appelle Inisherin. Et un jour, il y en a un, donc qui est celui qui est joué par Brendan Gleeson, qui dit à l'autre qu'on va suivre dans le film, qui est joué par Colin Farrell, qu'en gros il en a marre de lui et qu'il a plus envie de le voir, quoi, qu'il a plus envie d'être son ami. Et donc ça, c'est vraiment c'est la situation avec laquelle on commence. Et petit à petit, en fait, ça va monter au fil du film. Et il y a tout le film va être un développement autour de cette proposition-là, quoi. Sur la rupture d'une très longue amitié, ouais. Ouais. Et de ce truc aussi qui est quotidien. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir un décalage justement entre le personnage de Colin Farrell qui a ce truc très quotidien justement, et l'autre qui a un peu cette détresse de en fait j'ai envie de faire quelque chose de ma vie avant de mourir. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de passages qui sont assez rigolos. En fait, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui est assez sombre. Et quand je vous disais qu'il était aussi dramaturge, le réalisateur, c'est qu'en fait, il a déjà, avec ses pièces de théâtre, il a pu pas mal développer son style. Et il a développé justement un humour qui est assez ironique et un peu humour noir, quoi, qui va vraiment se ressentir dans ce film-là aussi. Et du coup, c'est un film qui est, je trouve, très bien écrit, mais assez étrange et assez perturbant en fait. Genre quand j'en suis sortie, je me disais, je pense que j'ai bien aimé ce film, mais en même temps, je sais pas, c'est hyper bizarre, ça te met un peu dans un état second. Et mais du coup, je trouve ça grave intéressant. Autre petite anecdote sur le film avant que je détaille un peu plus sur en quoi il consiste, c'est mon avis dessus. La musique, elle est de Carter Burwell, donc je ne sais pas si le nom te parle ou pas. C'est le compositeur, je précise aussi parce que je trouve que la musique est vraiment pas mal. Et il est connu donc pour avoir composé la musique de Three Billboards, donc le film précédent de ce réalisateur. Et aussi pour avoir énormément collaboré avec les frères Cohen et avec Spike Jonze. Et qui est le scénariste régulier de Spike Jonze? C'est Charlie Kaufman. Carter Burwell, il a aussi fait la musique d'Anomalisa. Voilà, donc je voulais le mentionner aussi, petit clin d'œil pour les personnes qui font de l'animation. Donc Anomalisa, qui est un film assez original et intéressant. Kaufman, plein de choses à dire sur lui, mais pas le temps ce soir. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé des Banshees? Est-ce que tu me l'as dit? Juste, ouais, vas-y. Pour préciser aussi, parce que en fait c'est trop marrant, tout à l'heure je cherchais des infos dessus et j'avais pas du tout capté. Après, bon, on peut s'en foutre plus ou moins, mais juste pour le mentionner, il y avait les Golden Globes cette nuit. Et du coup, il avait déjà 8 nominations, ce qui est vraiment beaucoup pour les Golden Globes. Et il a reçu 3 Golden Globes. Ah oui. Le Golden Globe de la meilleure comédie. Donc en gros, c'est genre t'as 2 meilleurs films, t'as drame et comédie, donc c'est genre un des deux, quoi. Donc c'est très très bien. Le Golden Globe du meilleur scénario, très très bien aussi. Et donc pour Martin McDonagh, le réalisateur qui a aussi écrit le film. Et le Golden Globe du meilleur acteur pour Colin Farrell. Meilleur acteur dans une comédie aussi. Donc voilà, des récompenses qui sont quand même assez prestigieuses. Je crois que, je sais pas si les nominations, non, je crois pas que les nominations aux Oscars soient sorties encore, mais c'est possible qu'on les retrouve parce que généralement les Golden Globes c'est quand même un assez bon indicateur. Il y a la shortlist des Oscars qui est sorte. Ils ont sorti une partie des nominations, mais pas toutes. Je voulais regarder, j'ai regardé juste avant qu'on lance le stream, mais ils ont pas encore sorti pour les longs métrages d'animation et les longs métrages pris en live. Donc on en parlera peut-être la semaine prochaine. Ça marche. Et du coup,
Ah oui, et juste pour préciser aussi, parce que je me suis dit que tout le monde savait pas forcément ce que c'était les Banshees, mais pour expliquer rapidement le titre, les Banshees c'est des fées en fait qui appartiennent à genre l'univers folklorique irlandais. Mhm. Et en gros, la légende dit que les Banshees elles poussent un cri quand il y a quelqu'une qui va mourir. Voilà, juste pour expliquer le titre. Et du coup, Inisherin, comme je disais, c'est le nom de l'île sur laquelle les deux personnages vivent. Et du coup, mon avis. Ah, c'est ça qui nous intéresse. Quand Finalement, l'objectivité, ça va un moment, mais ce qu'on veut, c'est la subjectivité absolue. Dis-nous si c'est absolument génialissime ou nul à chier. Évidemment, il ne peut pas y avoir d'entre-deux. Jamais. Bah, j'ai trouvé, du coup, ouais, un peu perturbé après, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien joué et bien écrit. Et justement, il y a un truc qui est assez simple dedans, et une efficacité aussi dans la dramaturgie, où il y a très peu de lieux. Enfin, dans les lieux principaux de l'histoire, il y a la maison de Colin Farrell, la maison de Brendan Gleeson et le pub dans lequel ils vont en général. Et après, tu vas voir la route d'un lieu à l'autre et tout ça. Mais il y a peu de lieux dans l'histoire. Et il y a pas. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, je peux pas dire qu'il se passe rien parce qu'il se passe pas mal de choses. Mais il n'y a pas non plus énormément de clés, en fait. Comme je te le disais, il y a vraiment une situation. Et il y a des propositions, il y a des développements autour de cette situation, mais ça marche hyper bien de cette manière. Et je trouve que justement, ça fait du bien. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un film qui était à la fois hyper simple et hyper complexe. Genre, il y a un truc où il est assez drôle et décalé et surprenant, mais en même temps, il en fait pas trop. Et je trouve que le rythme est super bien géré aussi. Genre, il y a vraiment des beaux plans qui prennent le temps sur les paysages, qui sont vraiment hyper vastes et hyper beaux. Enfin, il y a vraiment ce truc où ça se passe sur une île et tout. C'est très chouette. Et il y a une manière assez touchante, je trouve, de filmer les animaux. Et bon, en vrai, cette affiche-là, c'est la plus répandue, mais il y a quand même plusieurs affiches du film. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette image-là parce que le chien est notamment hyper important dans l'histoire. Et il y a plusieurs animaux comme ça qui sont hyper importants. Et moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Enfin, comment est-ce qu'on traite les personnages animaux dans des films? Et là, il y a vraiment un truc où les animaux ont une importance particulière pour les personnages. Et du coup, voilà, je trouve ça très, très chouette et très beau, quoi. Ok. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touchée dans le film. Et la musique est bien, le son est chouette. Enfin, je pense que les gens vont vraiment plus ou moins aimer selon leur goût, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un discours assez fort sur l'amitié, sur la solitude, sur la colère et la forme que ça prend aussi, et tous les développements autour de ça. Et je trouve que ouais, il y a un truc qui est captivant dans la narration, quoi, et dans la tournure que prennent les choses petit à petit. Enfin, je sais pas, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Et du coup, il est actuellement en salle. Je pense qu'il passe à peu près dans tous les. Vu le nombre de nominations qu'il a eu, il passe à peu près dans tous les cinémas de France. Je pense qu'il va peut-être être déprogrammé la semaine prochaine, mais on va voir. Je pense que ça va dépendre des cinémas, puisque il y a plusieurs cinémas où il va passer plus tard, à mon avis. Après, il a cet avantage de aussi, il a reçu des Golden Globes, donc c'est possible que ça soulève un intérêt un peu pour lui, ou qu'il soit prolongé dans certains cinémas, ou qu'il y ait même des cinémas qui l'achètent pour le passer. Enfin voilà. Après, faut laisser un peu de place pour Avatar. Que ça lui donne de la visibilité. Ok. Ensuite, autre sortie ciné dont tu voulais parler, c'était Joyland. Qui Exactement. Aussi a eu pas mal de sélections dans des grands festivals, comme je le vois là sur l'affiche. Oui, des sélections et même des récompenses, parce qu'il a eu la Queer Palm à Cannes, et il a eu le prix du jury Un certain regard à Cannes également. Donc c'est deux distinctions qui sont très très bien. Donc pareil, la date de sortie, il me semble que c'est fin décembre 2022, ça devait être le 28 aussi. Donc Joyland, bon, rien à voir, c'est un film pakistanais. Alors, petit topo sur le réalisateur, qui s'appelle Saïm Sadiq.
c'est un scénariste et un réalisateur qui est pakistanais et qui a grandi dans une famille plutôt conservatrice de classe moyenne. Pareil, je le dis pour situer un peu, parce que c'est des trucs dont il est... Enfin, qu'on retrouve un peu dans le film, et je trouve ça intéressant du coup de savoir lui d'où il vient, parce que ça permet de lire le film aussi en fonction de ça, et... Enfin bref. Donc aussi pour la petite précision, il a notamment fait des études à l'université de Columbia à New York. Du coup, je sais pas si tu connais. Moi, je connais parce que j'ai des scénaristes dans mon entourage. Et en gros, c'est une université qui est hyper prestigieuse, notamment pour le cinéma et notamment pour le scénario. Elle est très très reconnue. D'où le fait du coup qu'il soit scénariste et réalisateur, qu'il ait cette double casquette là. Et en fait, il a... Alors, j'ai eu du mal un peu à trouver des informations sur lui. J'ai l'impression que c'est son premier long métrage. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a fait 2 courts métrages avant. Il y en a un qui s'appelait Nice Talking to You, qui avait déjà eu un peu de succès et des récompenses. Et après, il a fait Darling, qui est donc son court métrage qu'il a réalisé dans le cadre de son diplôme de Columbia. Et c'est un court métrage qui explorait déjà l'univers de personnes trans qui font de la danse. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que l'une de ses inspirations créatives, c'est sa découverte d'une communauté de personnes trans à Lahore, qui est genre à 10 minutes de voiture de l'endroit où il a passé son enfance. Et du coup, c'est pareil, c'est vraiment un truc qui l'a inspiré aussi pour ce long métrage. J'ai l'impression que tu as piraté la rubrique actualité pour la transformer en tes recommandations. Je me sens eu. Et du coup, comment va la grand-mère du réalisateur? Tu aurais des infos sur elle? Non, très bien. Très bien, vas-y. Tu m'as bien eu. T'as gagné. Merci. Ça me touche. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce film? De quoi ça parle? Et je te mets... C'est un film... La bande-annonce en même la temps. bande-annonce, comme ça on va pouvoir voir un peu des images. Je trouve qu'en plus la bande-annonce est très intéressante, je redirai pourquoi après, parce que moi je l'avais vu avant d'aller voir le film. Et ça nous donne, enfin c'est une film qui nous donne l'impression que... C'est une bande-annonce qui nous donne l'impression que le film est plutôt tourné autour du point de vue d'un personnage spécifique, alors qu'en fait c'est plutôt une histoire à plusieurs voix, qui se passe donc au Pakistan, où on suit plusieurs membres d'une même famille. Donc c'est une famille pakistanaise de classe moyenne, qui s'apparente du coup à, je pense, un petit peu à la famille du réalisateur, même si c'est pas directement son histoire. Avec un patriarche qui vraiment domine la famille, ses 2 fils, les femmes de ses 2 fils, et 4 petites filles, qui sont donc les 4 filles d'un des 2 couples de la famille. Et le couple qu'on va suivre principalement, il est donc composé de Mumtaz et d'Haider, qui est le personnage qu'on voit à l'écran en majorité. C'est le personnage qu'on va suivre aussi le plus pendant l'histoire. Et ce qui va se passer, en fait, ce qui va être l'un des éléments déclencheurs principaux de l'histoire, on va dire, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce, c'est Haider qui trouve un travail dans un théâtre de danse érotique, où il travaille pour Biba, qui est une femme trans. Okay. Et le fait que lui il trouve du travail, ce qui va se passer, c'est que du coup sa femme Mumtaz va être obligée par son père à quitter son travail parce que du coup le patriarche décide que elle a besoin de rester à la maison pour aider. Et du coup voilà, donc comme je disais, le film il est passé dans de nombreux festivals, il a eu pas mal de prix. À Cannes, il a fait sa première, il a eu une standing ovation. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il y avait un film pakistanais en compétition, ce qui est quand même vraiment chouette. Et ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il avait eu, bon c'est pas noté sur l'affiche, mais il a eu un grand prix à Chéri Chéri aussi. Enfin, il a eu le grand prix de Chéri Chéri, qui est donc un festival que j'avais déjà parlé. Il y a plusieurs streams de cela. Et il a d'abord été censuré au Pakistan quand il devait sortir là-bas en août 2022, parce qu'il était considéré comme étant contre les valeurs pakistanaises. Et en fait, il y a eu une énorme levée de bouclier parce que les gens étaient en mode, bah non, précisément pas, enfin, ça parle de la classe moyenne pakistanaise, c'est hyper intéressant, c'est vraiment un film qui est réaliste sur la société pakistanaise. Et du coup, il y a eu pas mal de prises de parole et de mouvements autour de ça et tout. Et mi-novembre, donc quand même plusieurs mois après, il y a la censure qui a été levée. Ah.
voilà un peu pour le contexte du film. Sans plus tarder, bien sûr, mon avis. Avant tout, votre avis. Je pense que tu devrais commencer par dire c'est nul et après on estime s'il faut passer du temps dans le film. Comme moi j'ai fait sur le pharaon finalement. Ouais, bah évidemment, alors... si je passe du temps dessus, c'est parce que c'est bien. Ah. Bon alors, qu'est-ce que t'en as parce pensé? que j'ai envie d'en parler. Comme ça, je dirais que t'as bien aimé. Mais vraiment, c'est... Bah, en fait, hunch. ce que le réalisateur expliquait sur le film, c'est qu'il y a une coexistence très forte au Pakistan entre un système qui est genre hyper patriarcal et à côté de ça une grande importance et une grande visibilité des femmes trans. Et je trouve que le film retranscrit assez bien ça. Du coup, c'est vraiment aussi un regard de l'intérieur, qui est proposé par le réalisateur sur la société pakistanaise, mais pas que. Comme je le disais, parce que la bande-annonce, elle montre pas mal la relation entre Haider et Biba. Mais les autres personnages ont aussi leur importance et il y a notamment et leur traitement et leur complexité vraiment. Et il y a notamment des super belles scènes de complicité entre Mumtaz, donc la femme de Haider, et sa belle-sœur. Et en gros, c'est hyper intéressant parce que donc, globalement, c'est un film qui parle de l'entrechoquement entre le système et la façon dont il fonctionne et les individus qui le composent. Et il y a un discours qui est super fort par rapport à ça. En termes de format, c'est du 4/3 aussi, comme on l'a vu dans la bande-annonce. Et il y a des cadrages qui sont vraiment hyper soignés. Et je trouve que ça porte aussi vraiment le film. Genre, il y a un truc où c'est très beau à regarder. Il y a pas mal de poésie. Il y a des plans qui laissent aussi beaucoup de respiration autour des personnages. Il y a vraiment un truc où c'est des personnages qui sont inscrits dans des lieux, qui sont inscrits dans des décors. Il y a des couleurs qui sont très belles, il y a des travails sur le flou, il y a des travails sur les lumières, il y a un visuel qui est vraiment coloré. Du coup, il y a un truc aussi qui est assez queer dans l'esthétique. Il y a toute l'ouverture d'un monde de la nuit en fait qui est assez sensuel et érotique justement. Et il y a cette sensation de la vie qui grouille dans la ville. Donc les lieux sont hyper importants. Et moi, la peur que j'avais par rapport à Joyland, quand le film a commencé et au cours du développement du film, c'était que ce soit centré sur le personnage d'Haider, qui est un homme cis. Ouais, genre ce qu'on avait dit sur le film dont on avait parlé sur la communauté drag queen, en disant, bon, on prend un perso d'entrée pour vraiment que le chaland, monsieur tout le monde, hétéro cis, puisse bien comprendre. Et en fait, non, ça shift après. Bah en fait c'est aussi que en gros j'en ai discuté avec plusieurs personnes dont Valentine. Coucou Valentine, si tu passes sur ce stream, je ne sais pas. Mais ouais, on avait la même inquiétude de ce truc de en fait c'est un personnage qui va rencontrer une femme trans qui est hyper badass, qui s'affirme vraiment, et lui en gros il y a quand même des trucs par rapport à son personnage qui sont intéressants parce qu'il est il y a un peu un questionnement des stéréotypes de genre. Ouais, ils avaient l'air de parler de virilité. Au début, il travaille pas, c'est lui qui s'occupe des enfants et tout. Enfin, il y a vraiment un truc où il rentre pas dans les codes non plus. Et du coup, il y a un peu en gros, moi, j'avais peur que ça devienne l'histoire de ce personnage qui s'affirme et que les personnes autour, ce soient un peu les personnes qui lui permettent de s'affirmer, mais qui lui servent de levier, et que ces personnages soient pas suffisamment développés. Heureusement, c'est pas le cas parce que les autres personnages sont quand même beaucoup développés. Donc comme je disais, le personnage de Biba, la femme trans, c'est vraiment genre ultra cool. J'avoue, j'aurais aimé un peu plus le voir, mais il y a quand même pas mal de choses et de profondeur aussi dans ce personnage-là. Et il y a le personnage de sa femme Mumtaz, donc dans la relation qu'elle a avec sa belle-sœur, qui au début donne l'impression que qu'elle se conforme beaucoup au code de la société patriarcale dans laquelle elles vivent. Et on me dit, je suis sur le stream par message. Du coup, hello Daniela. Hello, coucou. Tu nous suis depuis MySpace, nous vous suivons. Parce que ce soir, un bisou du coup, et ça fait très plaisir que tu sois là. Nous avons des auditoristes, mais pas du tout sur le chat, uniquement. Il
quelqu'un qui nous écoute Bref, enchaînons. Dans la nature. Mais ouais, non, du coup, relation vraiment très cool entre les personnages, avec donc des personnages féminins qui se soutiennent, où il y a vraiment, c'est ça, une énorme complexité, et il y a ce truc des genres carcans de la société qui leur pèse dessus, mais de réussir à s'affranchir. Et il y a aussi tout un truc sur le questionnement du point de vue qu'on adopte. Donc justement, on a tendance à vachement adopter le point de vue de Heider. Et en fait, je peux pas non plus trop spoiler, mais voilà, il y a des renversements de point de vue qui font qu'on se questionne sur le fait de prendre le parti d'un personnage par défaut et sur la façon dont on regarde. Et à la fin, il y a vraiment aussi des renversements de point de vue qui sont hyper intéressants. Donc voilà, je trouve très bon film, et surtout vraiment qui fait preuve d'une énorme complexité. Et pour moi, il manquerait un petit truc pour que ce soit pleinement complet et bouleversant, et je sais pas, genre peut-être que c'est la fin, ou voilà, je vais rien dire, mais je pense qu'il y a des... Enfin ouais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais je trouve que c'est quand même un film qui est très fort, qui est assez long aussi, donc qui prend vraiment le temps de développer plein de choses et de montrer plein de situations, et qui est quand même assez puissant émotionnellement, quoi. Voilà, vraiment, c'est quand même vraiment un film que je recommande. Oh, très bien, très bien. Et ensuite, je vais te demander de faire un peu court, parce qu'on a un gros programme encore ce soir. Tu es allé voir un film avec Penélope Cruz. Sache que... Penélope. Oui. Mais Penélope Cruz... Et ce n'est pas un film avec réalisé par Pedro Almodovar. C'est peut-être ça qui me surprend le plus. Tu exagères. Non, mais c'est une bonne actrice. J'ai vu beaucoup de C'est films une avec elle, excellente actrice. Non, c'est une excellente actrice. Je fais la blague puisque ça amuse, mais Mais en fait, c'est très grande parce que actrice. c'est un film franco-italien, et dedans elle parle espagnol, mais elle parle aussi et surtout italien. Mhm. Donc, c'est trop drôle, parce que quand on a vu la bande-annonce avec une de mes amies, on était là en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un film italien. Enfin, tu sais, genre, Elle n'a pas le droit. je comprenais pas. Mais du coup, ouais, L'Immensità, donc film franco-italien d'Emanuele Crialese, Mhm. qui est sorti aujourd'hui. Je n'ai pas d'accent italien, hein, j'ai pas fait blanc. Tu le tentes pas. Hyper marrant, parce que en sortant, du coup, on a regardé avec mes amis qui était ce réalisateur. J'ai En gros, l'impression. il a réalisé 5 longs métrages, dont Respiro en 2002, qui est genre un film qu'il a révélé parce qu'il avait reçu notamment le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes. Et ce film-là, il est inspiré de sa propre enfance. Et c'est trop marrant, parce qu'en gros, c'est le film avec lequel il a fait son coming out trans. Mais c'est pas en mode un coming out pré-transition, genre je suis trans et maintenant je vais transitionner. C'est genre, yo, en fait, je suis trans et vous le saviez pas. Pa. Du coup, je trouvais ça trop marrant, parce que genre il est né en 1965, et donc il a eu une Ah oui. carrière avant, en fait. Du coup, voilà. Ok. Ça s'est fait dans ce sens-là, ce qui est assez marrant. J'ai l'impression que tu ne me parles pas du tout du film et que tu es encore en train de m'entourlouper. De quoi ça parle, L'immensità? C'est la dérive des continents à chaque fois. J'exagère. Alors, C'est- de quoi parle le film? C'est une histoire qui se passe à Rome dans les années 1970. Et en gros, on suit un couple qui est composé de Clara, donc le personnage de Penélope Cruz, qui est espagnole, et de son mari qui est sicilien, et qui s'appelle Felice, et de leurs 3 enfants. Mhm. Et donc, en gros, le couple est en crise. En gros, genre, le mari est vraiment complètement abusif, et ça va pas du tout. Et Clara, en fait, elle essaye de fuir en se consacrant entièrement à ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a son fils, du coup, dont le nom de naissance c'est Adrien, mais qui a choisi Andrea comme prénom d'usage, donc je l'appellerai Andrea pour la suite. Et donc c'est un jeune garçon trans, et en fait on le voit dans le film s'affirmer de plus en plus comme garçon, et avoir aussi des espaces où justement il existe uniquement en tant qu'Andrea, et où il s'affirme en tant que garçon aussi. Et du coup il y a ça qui joue sur sa relation avec sa mère.
Donc c'est un peu plein de trucs complexes, mais en fait, enfin, ce qui est assez cool, c'est que justement quand on voit la bande-annonce, enfin moi c'est pareil, je pensais que ce serait vraiment un film qui allait être centré sur la transidentité d'Andrea, plein de choses qui sont mêlées, et donc il y a notamment, enfin beaucoup aussi la relation de Clara et Felice, euh, le frère et la sœur d'Andrea, et enfin comment est-ce que tout ça, ça se mélange, et, euh, et du coup c'est assez, enfin c'est assez cool pour ça, et comment aussi est-ce que justement Andrea a conscience des tensions qui existent entre ses parents, et Mhm. quelle place est-ce que lui il vient prendre là-dedans, et du coup toujours pareil, maintenant mon avis. Bah, en fait, j'attendais beaucoup la sortie, donc parce que j'avais vu la bande-annonce et enfin, du coup là, vous avez pas eu la musique et tout, mais je trouve que la bande-annonce est assez dynamique et qu'elle fait vraiment envie sans en dire trop sur le film. Moi, c'est vraiment un film que j'ai apprécié, euh, Ah. mais enfin, qui avait genre parce qu'il avait beaucoup de moments qui étaient touchants, des moments de force et des moments de douceur aussi. Et j'ai trouvé que c'est un film qui était très bien joué. Donc, bah, Penelope Cruz, voilà, on l'a dit, elle est Immense actrice. super dedans. Mhm. Euh, Pareil, le personnage d'Andrea, hyper bien joué et tout. Vraiment des trucs très forts. Je dirais que les seuls défauts, en fait, c'est qu'il y a des petits soucis de, de construction où en gros il y a certains sujets ou certaines émotions qui montent et qui sont un peu interrompues. Enfin, il y a des choses qui sont régulièrement désamorcées comme ça, avec par exemple des idées de plans qui vont être hyper forts, mais qui vont un peu surgir de nulle part, enfin qui semblent être là un peu pour être faits, mais sans vraiment. Enfin, du coup, il y a un peu ce truc de. Parfois, on a l'impression que le rythme est un petit peu saccadé, ou on est frustré par rapport à des manques de détails sur des éléments où on aurait aimé en avoir plus. Et en même temps, quelque part, c'est compréhensible parce que je trouve que ça crée aussi un truc vis-à-vis du point de vue de. Enfin, dans ce truc d'adopter le point de vue d'un enfant, justement, où. Enfin, tu sais, quand t'es enfant, il y a des trucs que tu comprends pas, il y a des choses qui sont passées sous silence, où il y a un peu un truc de regard rétrospectif où tu te souviens de moments forts qui sont isolés, mais tout ne. Enfin, les choses, elles semblent un peu discontinues. Et je sais pas, enfin, je trouvais qu'il y avait aussi un truc qui était créé de façon assez forte dans le point de vue, donc ça manque peut-être un peu d'équilibre et de finesse, mais enfin, je pense que je comprends un peu la volonté qui se cachait derrière. Et du coup, voilà, il y a des passages qui sont quand même très forts et très bien rendus. La relation entre donc Clara et Andrea, elle est hyper forte. Il y a, il y a des bons choix de chansons aussi qui sont vachement importantes dans le film. Et il y a vraiment une sorte d'humour et d'innocence qui est liée à l'enfance. Enfin, il y a juste du point de vue interne en fait. Avec les sentiments d'Andrea qui sont justement parfois communiqués par des jeux ou par des références, ce qui fonctionne aussi beaucoup quand tu traites d'un personnage qui est enfant. Il y a aussi des super beaux moments, comme je disais, de douceur, où les enfants vont venir pour protéger leur mère de la violence de leur père. Et ça aussi, c'est hyper fort. Et en même temps, il y a aussi tous les moments d'injustice, parce que justement, on sent que enfin, Clara, elle essaye de fuir un peu ses responsabilités. Et il y a ces enfants qui peuvent aussi avoir des rejets hyper violents d'elle, parce que elle n'est pas là comme figure protectrice non plus. Donc enfin, il y a vraiment ouais, ce truc de proximité et en même temps d'injustice, où tout est un Mhm. peu décuplé quand t'es enfant. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant pour ça aussi. Donc, enfin, ouais, il y a des petits défauts en termes d'écriture et en termes de rythme, mais je trouve que c'est quand même vraiment. Enfin, moi, c'est un film que j'ai trouvé chouette et qui m'a pas mal touché, quoi. Et puis, enfin, enfin, bon, j'ai pas non plus vécu des situations similaires, mais en vrai, je me suis un peu projetée dans le personnage de Clara justement parce qu'il y a aussi ce truc du décalage qu'elle peut ressentir par rapport aux D'autres parents, ouais. les autres enfants autour Mhm. d'elle et tout. Et justement, ce truc d'avoir envie de faire une pause et de fuir ses responsabilités, et en même temps de devoir être là. Et du coup, il y a tout enfin, un lien à la santé mentale qui, du coup, est pas, enfin, totalement développé parce qu'on est beaucoup Je pense dans le point de que. vue d'Andrea. Mhm. Mais
voilà, il y a des trucs très chouettes. Je pense qu'on va laisser Voilà. du coup à The Terrorist le soin de découvrir elle-même le film. Parce que là, tu es en train de nous faire une analyse de personnage et je pense que moi qui n'ai pas vu le film, je suis complètement perdu. Je tiens à le dire. Euh, Voilà. pour la Une suite. personne me dit qu'elle écoute le stream. Ah là Elle là, a vu mais. le film avec moi ce matin. Ah, désolé. Ah, si, Merci. si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé du lore complexe du nouvel album de Gorillaz. Mais encore une fois, je vais devoir le reporter. Désolé, vous auriez pu savoir pourquoi 2D a les yeux blancs parfois, les yeux noirs parfois. Vous auriez pu savoir pourquoi Murdoch a été remplacé par un personnage des Super Nana. Mais ce sera pour la prochaine fois. Dans la suite de l'actualité, et on va juste survoler dessus, à la fin du mois de janvier, il y a 2, même 3 festivals qui nous intéressent beaucoup, auxquels on ne pourra pas aller, mais on vous en parle au cas où vous soyez disponible à cette date. Il y a le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui a lieu du coup à partir du 27 janvier, qui est un grand festival français de court-métrage, et qui mélange des courts-métrages étudiants et professionnels, des courts-métrages live et des courts-métrages d'animation et qui est un peu un grand rendez-vous du cinéma qui se cherche, sachant que, bon, ça, je pense à un avis qu'on partage tous les deux, le court-métrage est vraiment un endroit où les réalisateurs se font, peuvent expérimenter avec des formats qui sont plus courts, plus expérimentaux forcément, et moins chers que du long-métrage. Du coup, si vous êtes très intéressé par le cinéma, par les rendez-vous du cinéma et que vous avez envie de découvrir des perles rares, c'est un festival qu'on vous recommande beaucoup. Et on a Et des... en plus, les gens sont sympas et les réals sont assez accessibles. On les séances et tout. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est tout à fait possible d'aller à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture. Enfin, il y a très peu de séparation entre le milieu, c'est même s'il y a des entre les professionnels, pros et les. Ouais. ce n'est pas Cannes où vous attendez 2 heures sur le tapis rouge pour voir Penelope Cruz de loin qui rentre dans sa bagnole.